Good Morning Business, le grand entretien. Il est 8h18 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Notre invité aujourd'hui avec Raphaël Legendre, c'est Alain Bokobza, responsable de la stratégie d'allocation d'actifs mondiale de Société Générale CIB. On attend, on l'aura pas avant 9h, mais c'est pas grave. Le Bitcoin à $100 000 qui va tout droit. Alain Bokobza, quand vous... Déjà, est-ce que vous en avez, vous, du Bitcoin? Est-ce que vous y croyez? Et comment vous discutez des crypto-actifs dans votre allocation au sein de la Société Générale? J'imagine que ça fait des débats enflammés. Enflammé, je ne sais pas. En tout cas, c'est un débat de savoir sur l'infrastructure des marchés, comment se déplace le prix des actifs. Et on a vu sur les derniers mois une envolée du Bitcoin qui, à n'en pas douter, correspond à un environnement dans lequel la gestion des finances publiques, d'abord aux États-Unis, quel que soit l'élu, il se trouve que c'est M. Trump, mais si ça avait été Mme Harris, il n'y a aucune espèce de volonté d'avoir une soutenabilité dans la gestion des finances publiques américaines. On travaille avec des déficits largement au-dessus de 5% en ce moment aux États-Unis, ça va continuer. Donc là-dessus, il y a une décorrélation d'actifs qui ne sont pas liés aux États souverains et les matières premières précieuses comme l'or ou les crypto-devises en font partie. Ensuite, la question qui se pose en allocation d'actifs, si les crypto-devises devaient apparaître dans les allocations d'actifs, c'est combien ça vaut ? En se disant, si je mets un actif dedans, quand j'achète des actions, j'ai des profits, j'ai un multiple des profits, j'ai un dividende. Quand j'achète des obligations, j'ai un rendement avec un coupon. Sur l'or, j'ai des références de prix de la production. Sur les cryptos, il y a des questions qui se posent sur l'évaluation. Donc il y a un travail par le marché qui est en train d'être fait, par les départements de recherche comme le nôtre aussi, pour développer des outils qui permettrait d'avoir un tant soit peu d'équilibre d'évaluation. Mais est-ce du coup, oui, vous qui conseillez un des plus gros fonds du monde, vous dites on y va clairement ou on attend? On n'a pas les crypto-devises dans les allocations d'actifs. On observe les évolutions des prix, même si c'est pas dans l'allocation d'actifs, mais pour l'instant c'est pas des actifs qui sont dedans. On observe. Bon, vous venez de publier vos analyses et prévisions. Le Bitcoin et les cryptos ne seront donc pas dedans à la Bokobza, on l'a bien compris. Vos analyses et prévisions sur l'allocation d'actifs en 2025 avec 4 chapitres clés. La nouvelle politique américaine, les plans de relance de la Chine, la suppression du carry trade sur le yen et la fin... ça c'est intéressant, la fin du frein à l'endettement peut-être en Allemagne. Sur ces 4 différents points, quel est selon vous le plus à risque? Quels sont les points clés qui vont orienter la croissance en 2025? Alors, à partir du moment où on se dit que la nouvelle norme, quelque part, c'est 5% de déficit, les États-Unis vont rester au-dessus, quelques pays européens restent au-dessus. C'est la norme américaine, oui, la moyenne européenne, on n'en est pas là quand même. On est en France, c'est pas la moyenne européenne. On est au-dessus de 5. Et en tout cas, dans la période qui s'ouvre devant nous, je ne vois pas de politique d'austérité marquée, comme on a pu connaître dans l'histoire économique. Dans un contexte où le prix de l'énergie, le prix du pétrole est toujours baissier, les régimes d'inflation vont rester sages ou être un petit peu plus sages que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça veut dire que les banques centrales ont toujours un biais un peu baissier sur les taux d'intérêt. Moins que ça n'était si la politique fiscale américaine n'était pas aussi agressive post-élection. Mais globalement, on a un environnement qui est plutôt confortable sur un régime de croissance modéré. Taux bas, énergie peu chère. Et des politiques fiscales qui sont toujours expansionnistes. On est sorti de la surchauffe qu'on avait il y a 2-3 ans, mais on est sur des régimes de croissance modérés mais positifs, avec des régimes d'inflation qui permettent aux banques centrales d'avoir un petit peu de baisse des taux. Si on est sur l'Europe, si on focus un peu sur l'Europe, le gros point, selon vous, le point important, c'est peut-être la levée du frein à l'endettement du côté de l'Allemagne. L'Allemagne, qui, je le rappelle, est en crise politique. La coalition d'Olaf Scholz vient d'éclater. Ça veut dire que vous pariez sur le maintien de Scholz au gouvernement et de sa possibilité de constituer une nouvelle coalition? Non, on n'est pas sur ce terrain. Donc il y a une élection courant février qui est avancée, qui devait avoir lieu en septembre, qui ouvre la porte à une chancellerie qui va être dirigée par la CDU, donc le centre droit allemand, avec des majorités sans le FDP, qui est le parti libéral qui a fait voter la règle d'or en 2009, appliquée pour la première fois en 2011.
Donc ça, c'est intéressant. C'est la sortie du FDP de la cartographie politique en Allemagne. De la coalition Scholz. Mais si c'est un Merz qui vient au pouvoir et qui s'allie avec un... Sur les sondages, ils sont autour de 4% aujourd'hui, sur les sondages. Donc je me fonde sur des faits. Ils sont à 4% dans les sondages, et ça veut dire qu'ils ne seraient pas, sur la base des sondages d'aujourd'hui, représentés au Parlement qui sortira, au Bundestag, qui sortira des élections de février. Et ça, c'est un élément dans la cartographie qui modifie la donne sur les équilibres fiscaux, avec un responsable de la démocratie chrétienne, qui est supposé prendre la chancellerie sur les sondages actuels, qui est ouvert à un accroissement des dépenses publiques. Et le vrai débat qui est en train de se déplacer en Allemagne, c'est qu'est-ce qu'on fait des dépenses publiques. C'est pas tellement est-ce qu'on peut dépenser, parce que l'état de l'économie allemande et sa restructuration nécessaire va impliquer des dépenses publiques. C'est est-ce qu'on va sur de la redistribution, ou est-ce qu'on va sur des dépenses d'infrastructure, de rénovation de l'infrastructure en Allemagne, il y a beaucoup besoin, et il y a beaucoup d'investissements et de défense. De défense, d'innovation, de restructuration du secteur automobile qui est très très lourd en Allemagne. Voilà. Et donc ce vers quoi on avance, c'est plutôt ce cas-là. Les Allemands et les dirigeants allemands raisonnent à long terme. Ils ont des ressources phénoménales. Ils ont des excédents de la balance des paiements, ils n'ont pas beaucoup de dette publique aujourd'hui comparé à d'autres pays. Donc le vrai débat, c'est le changement finalement du modèle économique de l'Allemagne par rapport à ce qu'ils ont fait depuis quelques dizaines d'années, vers un modèle qui réinvestit dans l'économie, les excédents, de façon à transformer pour préparer cette économie au monde de demain, alors que le modèle économique aujourd'hui est fatigué. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe en général. Oui, c'est-à-dire du coup, en matière d'allocation d'actifs, vous dites, est-ce que du coup, c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, je mise plus sur l'Europe, ou ça ne change rien, l'Europe va décrocher de toute façon face à d'autres zones? Alors, l'Europe a décroché depuis un moment. Le rapport Draghi met en exergue toutes les facettes de ce décrochage de l'Europe. Et dans les enjeux de la politique et de la géopolitique internationale aujourd'hui, est-ce que l'accentuation de la politique économique aux États-Unis, qui est très claire, qui est la réindustrialisation des États-Unis via des subventions, du protectionnisme, qui dit son nom. Est-ce que les pressions sur les dommages vis-à-vis de l'économie allemande, qui sont autonomes chez eux, plus la pression qui vient de l'étranger, notamment des États-Unis, est-ce que ces deux facteurs sont suffisants pour qu'on se réveille en Europe et que les dirigeants européens, aussi avec l'élection allemande, le wake-up call, on dirait. Mais voilà. Ça va marcher ou pas? Vous misez dessus ou pas? Les patronats européens sont réunis à Paris en ce moment même. Là, bon, alors vous voyez qu'il y a le rapport Draghi, il y a l'élection allemande, il y a l'enjeu sur la règle d'or où on entend plus d'ouverture de la direction de l'Allemagne qui va sans doute changer de couleur dans quelques mois. Donc c'est toute cette infrastructure. Je ne suis pas devin. Mais on est là pour éclairer sur... Mais est-ce qu'on a une chance? J'ouvre la porte à des décisions importantes qui peuvent être prises pour modifier le pilotage de l'Europe, le pilotage de l'Allemagne. Les deux sont évidemment liés. Pour donner un progrès d'investissement, d'investissement sur la compétitivité, sur la politique énergétique qui va croiser avec la décarbonation. Tout ça, c'est la même idée. C'est d'avancer pour investir pour le futur. Mais on veut le pari d'Alain Bokobza quand même. Ce matin, entre l'Europe et les États-Unis, votre portefeuille, votre allocation d'actifs, elle va se diriger davantage l'année prochaine vers les États-Unis ou vous renforcez l'Europe? Alors, je pense que dans le courant de l'exercice 2025, on s'orientera plus vers l'Europe. À savoir qu'on est plutôt sur une fin de parcours aux États-Unis. Ceux qui me disent Trump c'est pro-business, c'est bien pour le dollar, c'est bien pour les actions, mais il faut faire attention à pas le jouer deux fois. Ça fait un moment que le dollar monte, ça fait un moment que le S&P monte. Sur les résultats d'NVIDIA, on n'a pas nécessairement vu une hausse du cours de bourse. Et c'est parce que les anticipations, c'est pas que les résultats sont pas bons, les résultats sont exceptionnellement bons, mais les anticipations étaient garnies. Donc on est plutôt sur une fin de parcours haussière sur le dollar américain comme sur les actions américaines dont personne ne peut plus dire qu'elles sont pas chères. Elles l'étaient, compte tenu de la croissance des profits, c'est plus compliqué à démontrer aujourd'hui. Donc, quelque part dans l'exercice 2025, on va sans doute faire un jeu de balancier pour aller rééquilibrer vers l'Europe, vers le reste du monde finalement. C'était les États-Unis contre le reste du monde sur les monnaies, sur les marchés d'actions, et donc il va falloir
élargir les territoires d'investissement et une partie probablement se déversera sur l'Europe aussi. Il reste 2 points dans votre note, c'est le yen et le plan de relance chinois. Le plan de relance chinois, est-ce que vous pensez qu'il va être suffisant de ce qui a été annoncé ces derniers temps, justement pour relancer l'activité ? Alors, sur le plan chinois, il y avait 2 questions. Il y avait la nature technique du plan, est-ce qu'il répond aux besoins, et ensuite la quantité injectée. Sur la nature technique du plan, les annonces qu'on a eues sur le dernier trimestre de cette année 2024 sont claires, précises et correspondent aux besoins. D'un côté, il y a du soutien au transfert des mauvaises dettes dans le secteur immobilier vers la sphère publique. C'est un transfert des mauvaises dettes qui dit son nom via les banques et de l'injection monétaire avec de la dette d'État en face. Ça, c'est bien, c'est nécessaire, ils sont en train de le faire. Et deuxièmement, à moitié à égalité, un soutien à la consommation qui est vraiment faiblard. Donc de réduire le taux d'épargne pour consommer. Dans la nature technique du plan, les 2 pôles essentiels qu'on attendait sont là. Et les 30% qu'on a fait sur les actions chinoises depuis septembre ne sont pas par hasard. À partir de là, les quantités ne sont pas très précis. Donc ça veut dire qu'ils en savent rien eux-mêmes, en tout cas ils ne le dévoilent pas. Et là, ça va prendre du temps. Il y a des annonces possibles courant décembre. Il y a un congrès du Parti communiste dans le courant de mars 2025. Et entre-temps, il y a les tarifs qu'on va prendre et la politique commerciale agressive des États-Unis. Donc on est dans une période un peu de volatilité sur les annonces. Je prends des attaques en provenance des États-Unis commerciales qui viennent brider la croissance et je vais mettre un plan de relance qui va être exécuté. Globalement, pour 2025, on pense que la nature technique du plan est très bonne et qu'ils vont monter en puissance sur les quantités qui vont être injectées. Donc entre maintenant et fin 2025, on est raisonnablement optimiste sur la montée en puissance des injections sur ces 2 pôles, de façon à soutenir au moins la croissance chinoise. Il nous reste 20 secondes parce que j'ai Jean-Marc Daniel et Marc Fiorentino dans le couloir, mais on va leur piquer 20 secondes sur leur temps, juste sur le yen. La fin du carry trade, ça a changé énormément de choses. C'est le plus grand levier dans les marchés. La quantité de dettes emprunteuse sur le yen pour investir sur tous les marchés est phénoménale. Et oui, tous les prémices sont en place pour que ce levier sur le yen se défasse, que les taux d'intérêt montent au Japon. Il y a plus de croissance, il y a de l'inflation, de la croissance des salaires. Donc oui, dans les grands calls de marché sur l'exercice 2025, c'est le rétablissement de la valeur du yen qui est bradé aujourd'hui et qui va se normaliser. Merci beaucoup Alain Bocobza d'être venu ce matin. Je retiens que vous croyez en l'Europe. En 2025, je ne retiendrai que ça.